Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux que ça ne va pas, la vie est faite comme ça, c'est du haut et en bas. Comme ça, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, demain, aujourd'hui ça peut ou n'est pas aller, demain ça sera autre chose, c'est comme ça, la vie. Nous naissons, s'il y a de la chance, nous grandissons et puis on peut arriver aussi à la vieillesse. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. L'homme, c'est un être qui, par nature, qui est fini, on ne peut pas en douter. Alors, aujourd'hui, je viens avec notre sujet qui va vous intéresser, bien sûr, c'est à propos de l'Afrique. L'Afrique, on va voir des philosophies et les idées de libération du continent, puisque pas mal d'Africains se disent, nous devons avoir la liberté, c'est comme notre Afrique n'est pas du tout libre. Nous avons besoin de la liberté et peut-être que le continent n'est pas du tout libre, mais est-ce que c'est comme ça? Ou bien, ce n'est pas ça. Ce que nous allons voir. Et il y a eu pas mal des idées en rapport avec la libération du continent. Le continent se veut libre. Et pas mal de gens se disent non, si l'Afrique n'avait pas été en contact avec des Européens, des Occidentaux, ou bien même des Arabes, ou bien même l'Amérique, je ne sais pas, l'Afrique pouvait être développée de sa part en utilisant ses moyens, mais aujourd'hui, tout est importé, que ce soit la religion, que ce soit l'économie, que ce soit le développement des autres moyens, peut-être de communication ou bien autre chose, c'est comme ça. Est-ce que ça pouvait marcher sans le contact avec les autres continents? On va voir comment est-ce que l'Africain aujourd'hui a ses propres idées de libération, sa philosophie, et comment ils ont essayé de penser, comment se libérer, avoir la liberté. Il y a eu des indépendances. Est-ce que ces pays africains sont indépendants aujourd'hui? Ou bien la colonisation a changé de forme, l'esclavagisme a changé de forme? C'est ce que nous allons voir. Mais aujourd'hui, on va tarder un tout petit peu sur le panafricanisme, la négritude, on va voir ce que les autres pensaient comme le socialisme africain, mais aussi on va jeter un coup d'œil sur le conscientisme qu'on trouve en Afrique, dans des philosophies africaines, mais aussi l'humanisme zambien. On va voir comment ces gens-là réfléchissaient. Est-ce que ces idées continuent aujourd'hui? Est-ce que ça peut aider l'Afrique à pouvoir se développer, à pouvoir avancer? Est-ce que ça va aider l'Afrique à arriver à être de plus en plus libre, comme pas mal de gens disaient que l'Afrique n'est pas du tout libre? Est-ce que comment est-ce que l'homme peut se sentir libre? Et nous savons que là où la liberté d'une personne se termine, c'est là où commence aussi la liberté d'une autre. Alors, sans toutefois tarder, nous entrons dans notre débat, dans notre réflexion. Et vos commentaires sont les bienvenus. Et essayez de partager avec les autres ce que vous trouvez ici. Et nous entrons au fond de notre réflexion. Alors, l'entreprise coloniale consistait, entre autres, à transformer la vision traditionnelle du monde et des mythes fondateurs de l'Afrique avec la colonisation et surtout avec la décolonisation. Et ces mythes avec la colonisation et surtout avec la décolonisation qui s'opère progressivement, le passage de la mythologie à l'idéologie. Il y a eu pas mal de mythes à propos de l'Afrique et on veut au moins quitter là-bas pour pouvoir avancer comme le continent. Et ce passage est une nouvelle volonté de réorganisation de soi, présupposant l'engagement dans la lutte de libération. Le continent veut se libérer. On veut, même s'il y a pas mal de pays qui se proclament comme étant aujourd'hui indépendants, mais est-ce que l'indépendance est à 100% ou bien nous avons la colonisation qui est modernisée, je dirais, ou bien l'esclavagisme qui est aussi modernisé avec l'arrivée de pas mal des autres choses comme l'intelligence artificielle. Nous avons aujourd'hui, on veut la mondialisation qui est là. Est-ce que l'Afrique pourra au moins se dire un jour libre? Et nous pouvons voir que cette volonté de dépassement de la société traditionnelle en déperdition en même temps que de la société coloniale qui est l'essor et l'essentiel de l'idéologie africaine. L'idéologie africaine est née chez les minorités noires africaines en contact avec la société européenne et sous l'intense influence des Noirs américains
et entier. Et là, comme nom, nous avons panafricanisme, négritude et comme apôtres les intellectuels noirs africains aux études en Europe et en Amérique, tels que il y a Kwame Nkrumah et Léopold Sédar Senghor et les autres. À la base de cette idéologie, il y a le désir de s'enraciner, de se donner une patrie et un cadre dans lequel ils organiseraient la lutte pour la valorisation et la libération de l'homme noir grâce à l'unité de la race. Ainsi, au début, cette idéologie est-elle un désir et un rêve de liberté, malgré le culturalisme et de prise Mars, le messianisme de Marcus Garvey et puis l'action intellectuelle de Dubois, l'idéologie restait plus ou moins vide au moment de sa pénétration en terre africaine. Panafricanisme et négritude allaient au fur et à mesure que la lutte anticoloniale prenait forme, s'enrichir de contenu spécifique. Mais en réalité, la lutte était menée sur deux fronts avec des alliances qui soulignent l'ambiguïté de l'engagement. D'un côté, l'État-nation. Alors, essentiellement colonial, avec ses contraintes, ses exigences et son esprit. Et de l'autre côté, il y avait la société traditionnelle. Et cette société avec usage, ses rites et ses mythes, il fallait au préalable s'allier à la tradition, aux masses pour combattre l'État colonial. L'on avait en effet besoin de l'organisation étatique, une fois le colonialisme vaincu, pour la diriger contre les institutions traditionnelles peu compatibles avec l'idéologie nouvelle. Au fur et à mesure que la lutte triomphait, que les responsabilités politiques et économiques passaient, progressivement, aux combattants se faisait sentir la nécessité de conférer aux rêves et à l'imaginaire des contenus doctrinaux et des pratiques plus précis. Ainsi s'opéra une fragmentation de l'idéologie africaine par souci de répondre aux exigences concrètes du temps et du milieu. C'est ainsi que, par exemple, le Ghana, indépendant, passa sans se contredire du panafricanisme au nationalisme, du nationalisme au socialisme scientifique et au socialisme africain. Et le Sénégal lui-même passa de la négritude beaucoup plus littéraire au fédéralisme, du fédéralisme au nationalisme et du nationalisme au socialisme africain. Donc il y a eu pas mal de passages. On veut quitter d'un endroit pour pouvoir aller du panafricanisme ou bien de la négritude pour pouvoir arriver au socialisme africain ou bien même comme le Sénégal et même le Ghana, c'était ainsi. Et progressivement que l'Afrique réussissait son combat de libération, l'idéologie africaine se donnait plusieurs contenus, plusieurs configurations suivant les pays et suivant les époques. Plusieurs figures sont reconnaissables, ayant entre elles des aspects à la fois divergents et complémentaires. Le libéralisme capitaliste en Côte d'Ivoire et au Kenya, le nationalisme pragmatique, authentique au Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, et le socialisme scientifique au Congo, au Madagascar, en Somalie, le socialisme africain au Sénégal et en Tanzanie. Mais les plus remarquables sont les mouvements de la négritude, du panafricanisme et de l'humanisme zambien et du socialisme africain. Tous se caractérisent principalement par, en premier lieu, une recherche du dynamisme d'une action politique et sociale
dans le domaine culturel des traditions africaines. En deuxième lieu, il y a une dimension défensive contre des cultures extérieures. Et en troisième lieu, elle souligne la différence et se fixe un programme politico-culturel, unité nationale. Et les formes difficilement discernables par leurs intentions, leurs auteurs et leur contenu de l'idéologie africaine sont African Personality, panafricanisme, négritude, humanisme africain, socialisme africain, conscientisme et l'authenticité. D'origine négative, toutes ces formes se définissent comme des réactions contre les préjugés idéologiques véhiculés dans la traite des nègres, l'esclavagisme et la colonisation. Elles ont pour tâche la reconnaissance des cultures noires, de l'histoire africaine et noire, des droits politiques des Noirs. Alors, nous allons voir en détail, ces différents mouvements qui ont eu lieu. Nous commençons tout d'abord avec le panafricanisme. Le mouvement panafricaniste est né d'une série de congrès tenus à Paris, à Londres, à Bruxelles, à New York et à Manchester de 1919 à 1945. Le contenu de ces congrès se ramène à deux résolutions suivantes. Premièrement, l'Afrique aux Africains, puisque les Africains venaient de voir que l'Afrique n'est pas pour eux, qu'il y a eu des inventions des autres peuples. Alors, en premier lieu, il y a tout d'abord l'Afrique aux Africains. En deuxième lieu, des États-Unis d'Afrique. Est-ce que ça a réussi ou bien c'est comment? Et en troisième lieu, il y a renaissance d'une morale et d'une culture africaine en remplacement du tribalisme par un nationalisme africain. Et en quatrième lieu, il y a rénovation africaine de l'économie, foi dans la démocratie, rejet de la violence, solidarité mondiale, neutralité positive. Il y a un certain Elungu Pen qui remarque que le panafricanisme opère un double passage de la mythologie à l'idéologie et de l'idéologie à la philosophie. Et il va que, premièrement, que l'Afrique, devant le contact avec l'Occident, rassemble toutes les valeurs dans le culte de la vie. Deuxièmement, la pensée conceptuelle et l'instrumental étaient plus subordonnées à l'imaginaire collectif et dans l'univers aux représentations figées. Et en troisième lieu, il y a cet univers qui est habité par les ancêtres. L'imaginaire y consistait à référer le présent au passé et à expliquer ce présent par le passé. Et il y a en quatrième lieu, le sens ne se cherche pas, il est donné d'emblée par référence aux ancêtres mythiques et aux mythes ancestraux. Et en dernier lieu, il y a la colonisation par ses pratiques de travail et ses écoles à ébranler cette fixité de la pensée. Et le panafricanisme est donc un essai de transformation d'un passé immuable en une recherche de motivation pour une action politique et sociale. C'est là le passage de la mythologie à l'idéologie. Cette idéologie promeut alors un certain nombre de valeurs et de buts nouveaux, dont la réflexion philosophique viendra faire la critique au nom de la recherche du sens. Les idées nouvelles de la philosophie naissante sont alors la liberté contre l'oppression, la référence du présent à l'avenir, l'adoption d'une attitude créatrice dans l'ordre des utilités et des techniques, attitude qui pose non plus la question du sens, mais des valeurs.
Nous regardons maintenant le socialisme africain. Nous venons de voir le panafricanisme et maintenant regardons ce qui concerne le socialisme africain. Et ce mouvement part de la colonisation et propose un programme de décolonisation qui est une révolution profonde des structures mentales, morales, sociales, économiques chez les Africains. Les grands militants du socialisme africain sont Senghor et Nyerere. Ce moment premier est celui de la négritude, défini comme un ensemble de valeurs culturelles de l'Afrique noire qu'il s'agit d'incarner dans les réalités du XXe siècle. Le centre de ces valeurs se saisit dans ce principe que, je cite, l'émotion est nègre comme la raison est hellène. Fin de citation. Ainsi que les notions de la présence, de la participation aux forces cosmiques et de communion avec la totalité des existants. Dans ce sens, le socialisme qui en est issu est un humanisme. Alors, le socialisme de Mwalimu Nyerere est à la fois une méthode et une doctrine. La méthode est dialectique. Affirmation, négation et conciliation. Comme doctrine, il trouve ses bases dans la société traditionnelle africaine. La question, laquelle société est fondée sur l'égalité fondamentale de tous les hommes, la solidarité sociale et économique et le centrisme démocratique. Il y a alors trois idées qui se trouvent à la base de cette philosophie sociopolitique. D'abord, le socialisme africain n'a pas besoin de modèles étrangers, car les modèles africains existent. Ensuite, il faut une éradication de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Et enfin, ceci en fonction du lien fraternel qui, par nature, doit unir tous les hommes, lesquels sont fondamentalement unis. Les propositions fondamentales du socialisme africain sont les suivantes. Il y en a 5. D'abord, à la base se trouve un principe fondamental qui n'est pas approuvé, un principe fondamental qui n'est pas approuvé. L'égalité entre les hommes existe en Afrique, au sein de la nation. Ce principe engendre deux autres. L'unité de tous les hommes, malgré les différences entre les tribus, et la liberté. Ensuite, ces principes sont universels et sont ceux de l'Afrique traditionnelle et ceux du socialisme. En troisième lieu, il y a l'Afrique et donc par nature, par tradition et par nécessité socialiste. Le socialisme africain a ses propres racines en Afrique. Et en quatrième lieu, les situations coloniales ont altéré ces principes, les substituant ceux de la compétition et de valeurs de l'individu considéré en lui-même dans le capitalisme et dans le libéralisme. Et en cinquième lieu, il y a pour l'Afrique un seul chemin de salut, faire revenir les principes du socialisme et tout d'abord combattre pour les faire réadmettre par tous les Africains, tant au niveau des relations entre personnes dans un État qu'au niveau des relations entre États pour assurer la fidélité d'une société à ses buts fondamentaux. Deux éléments sont nécessaires: des institutions qui sauvegardent l'unité et la liberté, une éthique sociale fondée sur le principe d'égalité. Alors, jetons un coup d'œil sur le conscientisme. Le conscientisme de Kwame Nkrumah
est une tentative de synthèse philosophique qui veut intégrer la totalité du réel. Il part des positions radicalement matérialistes et tente de fournir un fil conducteur de la totalité du savoir et de l'action politique. Il y a trois factions se partagent la société africaine. Il y a traditionnalistes, occidentalisés et musulmanes. Trois principes s'y opposent. Le capitalisme, l'égalitarisme socialiste et la tradition. Or, il faut unifier l'Afrique, et cela en fonction de l'idéal de la philosophie traditionnelle africaine, à savoir que la révolution sociale doit s'appuyer sur la révolution qui est intellectuelle, axée sur la rédemption de la société, que l'émancipation du continent africain soit celle de l'homme, et puis que la philosophie qui doit soutenir cette révolution soit le conscientisme, c'est-à-dire la formation de la personnalité africaine par assimilation des éléments occidentaux, musulmans et chrétiens. Cette philosophie est matérialiste. Elle doit affirmer la primauté de la matière sur l'esprit. L'éthique doit être égalitaire. La ligne directrice de la philosophie politique égalitariste du conscientisme vise à l'abolition des classes sociales, et la pratique politique consiste dans la constitution d'un parti de masse disposant de moyens d'éducation destinés à fortifier l'action positive et à lutter contre le colonialisme, contre l'impérialisme et contre la désunion et contre le développement insuffisant. Pour faire face à ces défis, l'idéologie doit être socialiste. Alors, finissons avec l'humanisme zambien. L'humanisme zambien de Kenneth Kaunda est une philosophie de l'histoire de l'homme et de la société. Cette philosophie veut fonder une action politique et sociale suivant ce chemin. D'abord, le Créateur bon et bienveillant a créé l'humanité. Ensuite, celle-ci est tournée vers son accomplissement et sa perfection. Elle est faite des hommes bons, concrets et créés à l'image de Dieu. Enfin, ces étapes historiques sont la grande création, la création de l'homme, ou l'âge préhistorique, la société primitive, l'esclavage, la féodalité, le capitalisme, le socialisme et l'humanisme, ou l'âge de liberté, de justice et d'égalité. Alors, merci de m'avoir suivi, et si vous avez autre commentaire à faire, il serait mieux de le faire. Mais n'hésitez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Pour ceux qui sont abonnés, grand merci. Et il serait mieux de laisser un j'aime et de partager avec les autres ce que vous avez trouvé ici. Mais avant de finir, je voudrais vous rappeler que ce ne sont pas mes propres idées. C'est ce que je viens de lire pour vous. Ça se trouve dans un livre intitulé « Philosophie et rationalité ». Philosophie de la connaissance et des sciences de l'homme et de la société, c'est un livre d'édition de Dôme et de Boutaré en 2010 d'un certain docteur Isaïe Zayman. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir.